Nous, on fait ça dans mon couple depuis 20 ans. J'ai eu la chance de trouver ma partenaire de vie super tôt dans ma vie et de pouvoir mettre ça en application. Donc, consciemment, quand on a une décision à prendre, quand il y en a un qui retourne aux études, mais l'autre, il ne retourne pas aux études en même temps. Donc, pendant qu'il y en a un qui est en mode investissement et il est dans le mode no, donc accumuler des connaissances, mais l'autre, il est en mode flow, donc en mode récolte. Donc, il est là, puis c'est pas le temps de faire des niaiseries, puis c'est pas le temps d'aller chercher, de prendre des risques, c'est le temps d'aller de cash in, d'aller chercher, de prendre une job qui est stable, puis qu'on est sûr d'avoir du revenu, donc à risque minimal. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie. On parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, un épisode spécial où je me fais plaisir parce que c'est jour de fête. En fait, le 27 mars, donc le lendemain de la publication de ce podcast plus précisément, ça fera 1 an que j'ai décidé de me lancer en affaires. Donc, il y a 1 an, c'était pas très clair de quelle façon, comment ou pourquoi, mais j'ai eu mon déclic. En fait, on commençait à voir là, que la pandémie, ce serait pas juste une histoire d'une semaine ou deux. Au niveau de la consultation, c'était pas mal arrêté à mon employeur précédent aussi. Puis on dirait que j'ai eu le déclic, ça faisait quelques temps que ça m'habitait, le désir d'être entrepreneur. J'avais toujours été une intrapreneur, je pense, dans mes anciens emplois. Puis voilà, devant autant d'incertitudes, j'ai regardé mon conjoint, Chuck, qui est le réalisateur de ce podcast d'ailleurs. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses si, tant qu'à rien savoir, je me lance en affaires. Faut savoir que mon chum est aussi entrepreneur, que de son côté, les contrats avaient aussi ralenti / presque arrêté à ce moment-là et qui me dit, oui, go, fonce, je suis derrière toi. 1 an plus tard, j'ai une entreprise qui est florissante, ça va super bien, je suis extrêmement reconnaissante des gens avec qui je travaille. J'ai eu la chance d'avoir des clients extraordinaires, des super beaux projets. Je travaille avec des partenaires en or, pour de vrai, je pourrais pas demander mieux. Puis je suis comme un peu émue en faisant ce message-là. Puis l'autre chose que je veux vous dire, c'est que le côté hub d'innovation de la talenterie dont ce podcast fait partie, c'est aussi un aspect qui est hyper important pour moi parce que ça me nourrit. Ça me permet, d'explorer le côté un peu plus créatif qui est super important pour moi. Mais 2, je trouve que ça me nourrit puis que ça nourrit les réflexions que je peux avoir avec mes clients, tout ça. Et je vous remercie de nous suivre et de rendre ceci possible. En fait, j'en reviens pas, pour être honnête. Là, ça fait peut-être 6 mois qu'on a lancé le podcast au moment où on se parle. Puis, je sais pas, l'auditoire grandit à chaque semaine. Il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils ont découvert le podcast ou qui nous écoutent chaque semaine. Je pense entre autres là, à Joanne et Anne-Solène qui m'ont écrit des petits messages en privé. Merci beaucoup les filles, merci de nous suivre, merci de m'avoir partagé en fait que vous aimiez le contenu qu'on fait parce que reste que c'est notre paye en fait là, sur cet aspect-là de la talenterie. Puis j'aimerais aussi vous mentionner que si vous souhaitez débattre ou aller plus loin ou creuser certains sujets, c'est possible de le faire. Vous pouvez toujours commenter soit dans les publications directement des médias sociaux. Sinon, c'est rare qu'on le dise, mais on partage aussi les épisodes sur YouTube. Puis, il y a possibilité sur YouTube de laisser un commentaire, peut-être plus long ou plus en profondeur, comme le fait à gauche cette semaine. Donc, c'est probablement un nickname, mais la personne va se reconnaître, qui a laissé un commentaire hyper pertinent qui nous a porté à réfléchir sur l'épisode de l'équité, diversité et inclusion au travail qu'on a publié la semaine dernière avec Chloé Frelon. Donc, sachez que vous êtes bienvenus, on lit tous les messages, on prend vraiment le temps de répondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Là, maintenant, je veux qu'on plonge dans le vif du sujet de cet épisode parce que je reçois Joël Séguin. Joël qui est un entrepreneur et qui fait aussi beaucoup de mentorat, qui est un consultant, entre autres, en TI.
et qui a aussi plein de projets. Donc, vous allez voir, on en parle plus en détail, mais il accompagne les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes qui souhaitent se lancer à leur compte. Il a développé une formation qui s'appelle le plan Oser. À cet effet, il fait du mentorat. Et d'ailleurs, ça a été mon premier mentor. On a pris contact, je pense, 10 jours à peu près avant que je prenne la décision de me lancer en affaires. Donc, il a vécu ça avec moi. C'est une des premières personnes à qui j'ai exposé mon projet. Je me souviens encore de sa générosité. Il s'est rendu disponible. On faisait des Zooms. Puis là, j'y présentais un PowerPoint avec mes idées là, que j'avais essayé de structurer. Puis il m'a aidé il m'a guidé en fait dans l'élaboration de ces services-là, comment les présenter. Vous allez voir, on en a parlé un petit peu dans notre discussion. Et dans le fond, mon intention avec ce podcast-là, outre me faire plaisir puis revenir un petit peu là, sur le début du lancement de la talenterie, c'était aussi de vous faire profiter du genre d'échange que je peux avoir avec Joël, parce que à chaque fois qu'on se parle, je trouve que c'est pertinent, ça me fait toujours réfléchir. Aujourd'hui, notre relation a évolué. C'est plus du mentorat à proprement parler, là, où je l'appelle quand j'ai un enjeu, mais on continue de se suivre puis de s'inspirer, de s'entre-mentorer. Il continue à me donner des conseils aussi. Puis c'est ça, j'avais le goût de partager Joël, en fait, avec vous. Donc, sans plus tarder, je vous le présente. Joël Séguin, multi-entrepreneur et mentor. Allô, Joël? Allô, Sarah? Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Ça fait tellement plaisir. Puis juste pour te présenter aux gens, tu es un multi-entrepreneur, tu es aussi un consultant dans le milieu là, des TI, puis dans le milieu des affaires. Tu as plein de projets en tête toujours. Puis tu fais du mentorat dans la vie sur ton temps personnel. Ben oui. Fait que ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est connus sur la plateforme Hello Mentorat. Ouais, alors, on en parle-tu un peu? Est-ce que c'est encore actif, Hello Mentorat? Ben oui. Oui, j'ai encore des mentors pas des mentors, des mentorés qui me rejoignent là-dessus. De temps en temps, j'ai un nouveau message. OK. C'est toujours super plaisant de rencontrer des nouvelles personnes, de voir comment on peut les aider. Des fois, ça mène nulle part, mais de temps en temps, c'est juste un petit truc, une petite session de coaching pour aider à changer le profil LinkedIn ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant de pouvoir aider les gens. Oui, puis tu sais, juste pour les auditeurs, si vous connaissez pas ça, c'est une application mobile où je pense que c'est accessible sur l'ordinateur aussi. Hello Mentorat, vous pouvez vous créer un profil soit de mentor ou de mentoré, ou les deux, je pense que c'est possible de faire les deux. C'est un genre de Tinder, tu sais, où on cherche, en fait, qu'il y a un profil qui peut nous correspondre, on envoie un message. Des fois, ça crée des belles relations, comme notre relation à nous deux. Oui. Qui a commencé il y a bientôt, il y a 1 an. C'était-tu aujourd'hui, là? Tu m'avais ressorti les dates? Oui, c'est ça. Ça fait exactement 1 an. C'est le 15 mars. C'est la première fois qu'on s'était parlé, c'est ça? La journée qu'on enregistre aujourd'hui, oui. Ah là là! Bonne fête! Merci, bonne fête à toi, bonne fête à nous. Oui, c'est ça. C'est une bromance, comme je dis des fois. Oui, c'est bon, ça, j'aime ça. Ouais, puis dans le fond, notre relation, elle a commencé où j'ai reach out en bon français à toi pour être un mentor. Dans ce temps-là, je me cherchais un petit peu. J'étais encore en entreprise. En même temps, la volonté de peut-être me partir en affaires commençait à vibrer en moi. Je cherche les mots. Puis je me souviens pas de notre première conversation, mais est-ce que je t'avais tout de suite dit que je voulais me lancer ou c'était plus du développement professionnel? Tu te posais la question, tu étais vraiment perdu en fait, tu savais pas qu'est-ce que tu devais faire, tu avais un emploi, puis tu sentais que c'était pas suffisant pour toi. Puis tu avais le goût d'aller mettre ton orteil dans l'eau, puis voir si c'était trop froid pour te lancer. Puis à ce moment-là, je t'ai parlé d'un spectre de travail autonome versus solopreneur et entrepreneur. Puis on a regardé ça ensemble, on a discuté, puis je voulais savoir si tu t'en allais plus vers dans quel aspect tu allais te diriger. Puis un travail autonome, il travaille pour lui et pigiste, c'est ce que je fais aussi de temps en temps comme chargé de projet en TI. Mais en fait, même si je suis entrepreneur,
j'agis comme travailleur autonome dans le sens que je suis tout seul, puis j'ai pas l'intérêt d'avoir une équipe derrière moi. Tandis qu'un entrepreneur, le but, c'est de créer des produits et après ça, de répéter l'expérience et de revendre ce produit-là et de déléguer le plus possible. Donc, c'est vraiment deux aspects, deux fins du spectre de l'entrepreneurship. Puis c'est ça, on a exploré ça ensemble, puis assez rapidement, tu es allé vers l'entrepreneurship en disant, moi, je veux faire quelque chose de gros, là. Je commence et je veux aller faire ma firme, puis éventuellement dupliquer mes capacités de service. Je trouvais ça intéressant. Oui, un peu malgré moi, parce qu'en même temps, je suis assez heureuse, comme là, je suis comme solopreneur, là, qui était comme entre les deux là, dans ton spectre. Mais oui, c'est vrai, c'était notre première conversation, puis tu vois, comme 10 jours plus tard, je pense, j'ai décidé finalement de me lancer en affaires, parce que bon, il y a eu la pandémie aussi avec tout ça, puis ça a été comme une occasion. Mais je trouve ça le fun qu'on parle ensemble, parce que j'avais envie de faire profiter aux auditeurs, en fait, du genre de conversation qu'on a, toi et moi. Tu sais, pour les gens qui pensent peut-être à un moment donné devenir consultant ou se partir à leur compte, souvent c'est des questions qu'on a. Des fois, on se demande si c'est fait pour nous, comment faire pour explorer cette zone-là. Puis toi, ben c'est une expertise que tu as parce que tu accompagnes justement les entrepreneurs, entre autres, avec le plan Oser. Fait qu'avant qu'on tombe dans tes conseils et dans nos conversations, peux-tu en parler un petit peu de ça, du plan Oser? Oui, le plan Oser, c'est une formation que j'ai faite, c'est une formation en ligne, une petite formation que j'ai faite pour aider les gens à se lancer à leur compte, donc ou qui sont déjà à leur compte pour développer leur carrière. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte. Je suis solopreneur. J'ai été entrepreneur aussi avec une équipe pendant un certain temps. J'ai vendu mon entreprise, etc. Bon, je suis reparti à mon compte. Puis là, je suis pas mal heureux comme solopreneur ou travailleur autonome. Mais j'ai toujours l'entrepreneur en moi qui veut faire des produits. Et ça, c'est un produit informationnel qui me permet aussi de créer un produit et de le disséminer, de le vendre éventuellement ou de l'offrir à mes auditeurs. Et là, le plan Oser, dans le fond, c'est une petite formation qui s'adresse aux travailleurs autonomes ou aux jeunes entrepreneurs, aux solopreneurs qui ne savent pas nécessairement par où commencer ou qui ont déjà commencé. Et OSER, c'est un acronyme, Objectif, Service, Évolution. Et R pour répéter. Donc, c'est un cycle. Puis là, on va explorer un peu la carrière pour essayer de créer un cycle, un cercle vertueux dans la carrière. Puis aussi, tu me donnes des outils concrets. Tu sais, je me souviens, tu as une capsule qui explique avec un outil pour établir le pricing. Donc, comment on fait pour fixer des prix, à quoi il faut réfléchir, comment savoir si on est dans le marché, tout ça. Donc, tu accompagnes les gens avec des outils très concrets. Puis, une des choses que tu es en train de travailler en ce moment, tu me l'as envoyé, je pense, hier, c'est une nouvelle capsule sur le flow. Puis c'était drôle parce que tu venais de faire, en tout cas, je sais pas trop comme par où prendre ce bout-là, mais tu venais de faire une capsule dans le podcast de Mathieu Guénette. Dans le fond, pour ceux qui écoutent le podcast La Talenterie, on l'a reçu, Mathieu, il y a 2 ou 3 épisodes. Puis en même temps, lui a son propre podcast qui s'appelle Les Ambitieux, où à la fin, il demande aux gens de faire des petites capsules. Fait que toi, Joël, tu t'es prêté au jeu, tu as fait une capsule sur l'entrepreneuriat. Ben donc, oui, c'est toi qui m'as invité à la faire. Oui, je t'ai invité ou forcé, je sais pas c'est quoi, mais je t'ai publiquement invité, fait que c'est sûr, je t'ai mis de la pression, j'espère que tu m'en veux pas. Non, au contraire. Mais c'est ça, tu comparais l'entrepreneuriat à un manège. En tout cas, j'invite les gens à aller l'écouter. C'était sur l'épisode, justement, qui parle de l'expérience optimale ou du flow en anglais. Puis là, tu me disais que c'est drôle parce que tu travaillais sur un modèle où tu amènes les entrepreneurs à sentir à être dans le flow. Fait que parle-moi un peu de comment ça t'est venu, puis tu sais premièrement, c'est quoi le flow, puis 2, pourquoi c'est important d'être dans son flow, puis après ça, tu pourrais présenter ton modèle. Oui, le flow ou l'expérience optimale en français. Le flow, c'est justement ça qui fait en sorte que tous les jours, je me lève le matin, c'est que je cherche à avoir du flow. Et quand je demande à quelqu'un s'il a eu une bonne journée, en fait, je lui demande « As-tu eu du flow aujourd'hui? » Pour moi, c'est ça qui est la dose de bonheur de la journée. Fait que faire un podcast, enregistrer un podcast avec toi, ben pour moi, c'est du flow. Faire la capsule, c'était du flow. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que je fais du mentorat. C'est ce que je cherche. C'est pas gérer des projets, rencontrer des clients puis dire oui, la tâche ABC est rendue
à 90% complété, on passe terminé demain. Ça, c'est pas intéressant pour moi. Ça, c'est mon day-to-day. C'est ça qui me paye. Mais ça ne m'apporte aucun flow de faire mon projet, mes projets à tous les jours. Sauf que, en bout du compte, réussir un projet, livrer un projet, ça, c'est un gros flow aussi. Donc, c'est pas dans toutes les actions, tous les jours qu'on a du flow, mais j'essaie d'en chercher à tous les jours un peu de flow. Et donc, c'est à travers des petits éléments comme ça. Et le flow, c'est quoi? Ben, c'est le fait de se sentir complètement investi dans une tâche, dans ce qu'on est en train de faire. Ceux qui jouent au golf vont comprendre c'est quoi du flow, ils savent c'est quoi, parce qu'ils oublient tout. Dès qu'on a un loisir qui nous passionne, c'est vraiment, ou un sport, où est-ce qu'on perd contact avec la réalité, on perd la notion du temps, c'est parce qu'on est dans un état de flow. Mais ça, dans la carrière, ça se fait ça aussi. Et le modèle que j'appelle la croissance infinie, c'est, dans le fond, c'est ça, c'est l'idée de passer d'un état ou d'un mode à l'autre pour atteindre le flow, mais à deux. Des fois, on peut le faire tout seul aussi, là, mais à deux, c'est encore plus intéressant parce qu'on se protège mutuellement lorsqu'on est dans une zone plus lente, disons. Ah, c'est intéressant parce que moi, je l'ai vu, puis tu pourrais l'expliquer aux auditeurs, mais ton modèle, justement, pour être dans le flow, je l'ai vu comme tu peux être tout seul dans cette boucle-là de flow, puis tu peux aussi le faire à deux pour t'équilibrer, mais j'avais pas vu que ça s'appliquait nécessairement à deux dans ta façon de le concevoir. Mais peut-être avant qu'on en débatte, veux-tu l'expliquer un peu comment tu le présentes, ce modèle-là? Oui. Dans le fond, si on s'imagine le symbole infini, là, on n'a pas le visuel, mais on pourra le mettre en lien avec dans les notes. Le 8 couché, oui, c'est ça. C'est un infini. En fait, c'est comme si on prenait un cercle qui est la forme parfaite, on le pince dans le milieu, puis on le twist, donc pour faire, dans le fond, deux boucles. Et dans le fond, c'est une boucle ronde. Si on était tout seul, on pourrait faire le cercle et s'entraîner et passer d'un état à l'autre tout le temps. Mais si on est à deux, à ce moment-là, on est mieux de le faire en 8 si on veut. Puis je vais l'expliquer pourquoi. C'est parce que si on prend le symbole infini, on a un axe horizontal et un axe vertical. Donc, ça fait 4 cadrans. Et là, si on est vers la droite, j'ai décidé que c'était à droite, là, on est dans le mode revenu. On est dans l'idée d'augmenter son potentiel financier. Tandis qu'à gauche, on est en mode investissement. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser le potentiel qu'on a accumulé, le potentiel financier, pour faire du potentiel, mais interne. Donc, potentiel externe, et on l'internalise pour se développer finalement. Dans l'axe vertical, c'est l'axe de la croissance. Et si on est en haut, on est en train d'augmenter son potentiel. Tandis que si on est en bas, on est en train de consolider ses positions. Donc, dans le fond, l'idée, le flow, c'est de passer d'un état à l'autre, mais en étant conscient de le faire. C'est une question d'être conscient. On le fait souvent de façon inconsciente. Mais si on est si on a du flow, on est en train de varier entre je fais des revenus et j'investis en moi. Et après ça, je consolide. Donc, je fais en sorte que ce que j'ai accumulé fait partie de moi vraiment. Et là, on alterne entre ces différents éléments-là. Pourquoi j'appelle la croissance infinie avec un partenaire ou une partenaire de vie? C'est parce que ça se fait à deux encore mieux. Puis nous, on fait ça dans mon couple depuis 20 ans. J'ai eu la chance de trouver ma partenaire de vie super tôt dans ma vie et de pouvoir mettre ça en application. Donc, consciemment, quand on a une décision à prendre, quand il y en a un qui retourne aux études, mais l'autre, il ne retourne pas aux études en même temps. Donc, pendant qu'il y en a un qui est en mode investissement et dans le mode no, donc accumuler des connaissances, mais l'autre, il est en mode flow, donc en mode récolte. Donc, il est là, puis c'est pas le temps de faire des niaiseries, puis c'est pas le temps d'aller chercher, de prendre des risques, c'est le temps d'aller de cash in, d'aller chercher, de prendre une job qui est stable, puis qu'on est sûr d'avoir du revenu, donc à risque minimal. Je veux juste qu'on prenne un mini pas de recul, juste pour distinguer le flow comme au sens où on l'entend normalement, puis au sens où toi, tu le proposes dans ton modèle. Quand, mettons, si on lit là, les livres, je me souviens plus de son nom, là, c'est-tu Margaret ou... tu sais, le livre de l'expérience optimale, en tout cas, on pourra mettre les références. Mihaly Csikszentmihalyi. Ouais, bon.
Fait qu'on mettra le lien dans les notes de l'épisode, mais quand on lit, disons, ce livre-là ou qu'on entend parler de flow, l'idée, c'est comme tu le disais tantôt, d'être dans une zone où on voit comme pas le temps passer parce qu'on est vraiment absorbé par la tâche, puis on est un peu comme dans le Just Right Challenge en bon français, là, donc c'est un défi qui est qui est difficile, mais pas trop difficile pour nous frustrer, puis qui nous absorbe, puis qui nous intéresse complètement. Fait que tu donnais l'exemple de faire un podcast, ça peut être ça, parce qu'il y a une dimension de stress. En même temps, c'est le fun, on sent qu'on fait qu'on crée tout ça. On peut être dans le flow en faisant de la comptabilité aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, ça dépend des personnalités des gens. Puis toi, ce que tu dis, c'est que pour être dans le flow, dans sa carrière, mettons, fait que c'est pas nécessairement en tant qu'entrepreneur, mais dans sa vie ou dans sa carrière, il faut alterner entre des zones d'apprentissage, puis de risques, puis de défis, et des zones de consolidation où l'on récolte, puis on est en mode un peu plus calme, où on intègre, dans le fond, les nouveaux acquis. Puis ce que tu dis, c'est que on peut le faire soit seul, si j'ai bien compris, ou à deux. Oui, c'est juste que seul, on va souvent rester plus longtemps du côté des revenus et moins longtemps du côté des investissements. Parce que quand on est du côté des investissements, c'est un risque qu'on prend. Donc, mais à deux, c'est l'avantage. Ce que je propose dans mon modèle, c'est... puis, en fait, pour revenir à ta question sur le flow, ce qui distingue ça du flow habituel, c'est que c'est comme deux étapes. Le flow, au niveau micro, c'est le flow dans l'instant présent. C'est d'être vraiment dans un autre monde, dans son expérience optimale présente. Donc ça, c'est le flow tel qu'on l'entend habituellement. Mais Mieli en parle lui aussi du flow dans la carrière ou à grande échelle, où est-ce que, dans le fond, le résultat net de tout t'apporte un flow. Le fait de dire « je suis heureux dans ma vie, je suis bien où est-ce que je suis en ce moment, j'ai une maison que j'aime, j'ai une carrière que j'aime », ça aussi, c'est du flow. Mais c'est pas le même flow au niveau sensationnel. C'est un flow un peu plus abstrait. Comme être sur son X, là, comme on dit. Oui, c'est ça. fois. Être sur son X, exactement, c'est... Mais en fait, encore là, être sur son X, ça peut être dans l'instant présent, puis ça peut être en général aussi. Donc, moi, je suis sur mon X, en général, mais à tous les jours, ce matin, à 12h15, je ne l'étais pas nécessairement. J'étais dans une réunion qui m'ennuyait un peu, mais c'est pas grave. En général, je suis sur mon X. C'est ça qui compte. Mais je cherche d'être sur mon X aussi, d'avoir du flow à l'instant présent au moins une fois par jour. Et puis, l'idée de passer d'un à l'autre, c'est ce qui fait qu'on n'est pas stagnant dans la vie. Et pour moi, c'est ça, avoir du flow. Parce que être au même endroit, être tout le temps quelqu'un qui reste à l'université toute sa vie, puis qu'il n'y a pas une carrière productive. C'est intéressant d'être à l'université et d'apprendre, mais est-ce qu'on contribue à la société? Est-ce qu'on... Dans le fond, on fait des études pour éventuellement avoir un impact, mais si on réalise jamais cet impact-là, est-ce qu'on a vraiment du flow dans sa vie, dans sa carrière? Personnellement, non. Ça me rejoindrait pas. L'inverse non plus. Si je ne fais que produire, est-ce que je vais avoir du flow dans la vie? Si j'avance pas, que j'ai la même carrière à 25 ans ou à 55 ans, que je fasse la même production, pour moi, ce serait pas avoir du flow. Donc, c'est le fait d'évoluer, puis c'est cette évolution-là qui crée du flow dans la carrière. C'est un peu ça, mon modèle. Puis, c'est sûr qu'il faut garder en tête aussi qu'il y a des gens qui vont chercher leur flow en dehors de la carrière, là, qui décident, en fait, de faire la même job pendant X nombre d'années, mais que c'est pas là qu'ils se réalisent. Fait que ça, je pense que c'est correct aussi. Puis, mais ça revient probablement au même. Si tu as des hobbies, tu te développes dans tes hobbies, ou tu peux te développer comme parent, tu peux te développer de plein de façons dans la vie, là. Je sais pas jusqu'à quel point tu as poussé ton modèle dans ces sphères-là. Quelqu'un qui tripe sur la course puis qui veut faire des Ironman, c'est sûrement à l'extérieur, à moins que ce soit un sportif professionnel, il fait ça à l'extérieur de son travail. Et probablement qu'il a du flow énorme en le faisant. Surtout, pas nécessairement dans le moment qu'il fait des apprentissages, ce qu'on appelle de l'entraînement, mais quand il réussit une course, par exemple. Donc, il va faire le même circuit aussi, mais dans son loisir. Donc, il va alterner entre la connaissance, l'investissement, puis l'enrichissement, la consolidation. C'est vraiment le même principe qu'on a dans plusieurs sphères de notre vie. Comme parents ou comme futurs parents, c'est la même chose aussi. On apprend à devenir parent, on apprend
Et quand on apprend à couper le cordon 1, 2, 3, 4 fois dans la vie, puis les miens sont rendus plus vieux, ils commencent à bientôt quitter la maison, là, donc je suis rendu dans un des derniers cordons, puis encore. Mais c'est ça, c'est à chaque fois qu'on apprend et qu'on investit et qu'on a de la capitalisation, que ce soit du revenu financier ou un autre revenu sentimental ou peu importe, il y a toujours cette alternance-là. Puis c'est la même alternance qu'on a au niveau quotidien, là, le fait de dormir, puis d'être réveillé, de produire, puis d'apprendre. Mais la nuit, quand on a une période de sommeil, on consolide ces apprentissages, on consolide ce qu'on a eu dans la vie, dans la journée. Donc, c'est un peu le même concept, mais à l'échelle d'une vie. Comme une recherche d'équilibre. Tu vois, moi, j'avais entendu un peu plus ce concept-là d'un point de vue quand j'étais en plus grande entreprise. Mais là, c'était comme l'organisation qui avait des années de croissance puis des années de consolidation. Fait que, tu sais, toute l'équipe... Mais c'est sûr qu'après ça, au micro, tu continues toujours à croître puis à consolider. Mais il y avait comme des focus plus grands qui étaient mis une année ou une autre sur, bon, là, on est en mode croissance, on va embaucher des gens, chercher des clients, tout ça. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, on va prendre le temps d'intégrer un peu tout ça, parce qu'à un moment donné, juste croître sans se poser de questions, tu peux aussi ne pas aller dans la bonne direction, là. Ouais. Ah oui, puis c'est très vrai. Puis d'ailleurs, sur le cycle infini, on peut très bien dire qu'un département est dans un cycle, dans un mode, et un autre département est dans un autre mode. Et alterner et essayer de se protéger. Donc, c'est ça l'idée aussi de le mettre à plusieurs personnes. Je dis avec un partenaire de vie, mais ça pourrait être avec des partenaires d'affaires, ça peut être avec... Il y a plusieurs façons de le voir. C'est une triade, un troupe, là, comme on dit, ça marcherait très bien aussi. C'était juste que l'idée, c'est de ne pas se retrouver les deux ou les plus que deux, toutes dans le même carré, dans le même cadran. Si les deux, on est en train d'investir puis on retourne aux études en même temps, ben on est 2 fois plus à risque. En fait, les risques sont exponentiels. Si on est tous les deux en train d'augmenter ses revenus puis d'avoir de l'ambition puis de se partir en affaires en même temps, le risque est augmenté. C'est pas que c'est mauvais. C'est juste que on fait x2. On fait pas x2, on fait à la 2. Mais tu sais, écoute... Pour les risques. Puis t'as raison que c'est une question de risque puis de tolérance au risque, mais tu sais, j'ai comme un... Puis ça, c'est vraiment plus mon expérience personnelle, là, fait que ça veut pas dire que ça s'applique pour les autres, mais tu sais, moi, pendant longtemps, quand j'ai connu Charles, lui, il était en mode, tu sais, qu'il se lançait en affaires, puis tout ça, puis moi, je me mettais un peu la pression d'être le revenu stable, mais tu sais, à quelque part, j'étais en train... Je pense que si j'avais pas décidé quand même d'être en mode OK, tu sais, on prend les risques les deux, puis on n'a pas d'enfant encore, faut dire, là. Mais tu sais, j'aurais pu rester longtemps dans un mode où je m'oblige à moi à être la personne qui est en consolidation, puis je pense qu'ultimement, ça aurait eu un impact sur notre couple, tu sais, puis ça aurait fait que le partenariat aurait peut-être juste même pu fonctionner à long terme, là. Tandis que quand Charles a vu tout de suite que je commençais à penser à me lancer en affaires, ben il était comme, ben oui, go, tu sais, même si on n'a pas de sécurité, à la limite, pas que c'est pas important, mais c'est plus important de sentir qu'on est sur notre X les deux, puis que tu l'essayes, puis au pire, je veux dire, on perdra le condo, au pire, on retournera travailler un des deux. Fait en tout cas, je trouve que c'est vrai, mais en même temps, des fois, c'est correct de risquer, tu sais, parce que plus que tu risques, plus que tu as des possibles retombées. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, j'ai le goût de te poser une question. Est-ce que vous en aviez discuté et est-ce que le risque-là était connu et volontaire? Ouais. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'être conscient, d'avoir un état de conscience que c'est ça qu'on fait et qu'on accepte le risque. C'est ça qui est le plus important. Si on se retrouve les deux dans le même cadran puis on dit « OK, go, on fait un boost, puis on fait ça », mais que vous avez la conscience, c'est que vous avez préparé les impacts positifs et négatifs potentiels, c'est correct aussi. C'est comme une entreprise qui dit, ben tous les départements, go, on est en mode croissance parce que le marché est là. Parfait. Ça peut être une super grosse vague, puis après ça se plante après, mais le risque est là, il est connu, il est évalué. Puis c'est ça qui est important aussi, encore plus que de fait de se retrouver dans des cadrans opposés, là. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'idéalement, on se retrouve les deux dans des cadrans opposés. Au moins, essayer d'avoir un côté puis l'autre. Puis surtout que ce ne soit pas toujours la même personne qui soit d'un côté ou de l'autre. Mm-hmm. Parce que dans
une des choses que je trouvais importante, en fait, qui m'attriste un peu, c'est quand je vois des couples où il y en a un qui est toujours pourvoyeur et l'autre qui est toujours consolidateur, si on veut, là, qui est un petit peu en arrière. Ça fait pas de l'équité dans un couple. Je pense que en 2021, pour un couple qui réussit, il faut qu'il y ait une alternance. Il faut que chacun on ait notre chance de shiner, d'être en avant, puis de développer sa carrière, d'apprendre des nouvelles choses. Si c'est toujours une personne qui s'occupe de la base, là, que la maison marche bien, puis l'autre est toujours en train de faire des projets de fou. Pour moi, personnellement, j'ai peur et j'ai l'impression que c'est un couple qui va avoir de la difficulté à résister aux épreuves de la vie. À moins que la personne qui est à la maison, c'est vraiment ça, tu sais, qu'elle veut, puis c'est ça qui a fait grandir, puis c'est... tu viens de dire le mot magique, c'est ça qui a fait grandir. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'on est... C'est pas une question d'être à la maison, là. J'ai donné ça comme exemple, là, mais être un parent à la maison, il y a des opportunités de croissance, puis quand on dit je l'ai dit tantôt, les revenus, c'est pas juste financier, là, mais on peut au moins varier entre apprendre et consolider ses connaisses. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, c'est de ne pas rester tout le temps dans le même cadran, puis de surtout pas se faire confiner par l'autre dans le cadran parce que l'autre il est toujours en train d'être au devant. Fait que pour moi, c'est ça, le couple moderne équitable, c'est d'alterner et surtout d'écouter l'autre puis d'en discuter. Et non de ne pas faire cavalier seul puis de laisser l'autre derrière en se disant il a toujours fait ça, fait qu'il va continuer à faire ça. Je pense que faut réfléchir à ça pour sa propre carrière. Même chose, j'imagine, dans un partenariat d'affaires. Tu sais, si c'est tout le temps la même personne qui shine, qui part des projets, qui récolte les retombées, puis que l'autre est un petit peu moins go-getter, mais qui est toujours un peu pris à consolider ce que l'autre a développé. En tout cas, c'est un terrain glissant. Là. Ça peut être correct si c'est vraiment ce que l'autre veut, mais il faut être conscient de ça, en fait, là, puis en parler. C'est ça. Mais en fait, tu abordes un point intéressant aussi. Au niveau des affaires, il y a toute la notion de troc versus de paiement. Il y a un échange quelque part entre des partenaires. Puis quand l'échange est toujours unidirectionnel, le partenariat ne fonctionne pas. Mais c'est la même chose. Donc, si c'est supposé être un partenaire qui est en avant puis l'autre partenaire qui fournit les services, donc mettons un partenaire vendeur et un partenaire qui est maître d'œuvre, si l'entente est que ça va toujours être comme ça, c'est parfait. Je pense aux compagnies de logiciels qui vont pas engager, mais qui vont favoriser l'émergence de partenaires. J'ai été partenaire pour Microsoft très, très longtemps pour faire l'implantation de leur système. J'étais un partenaire Microsoft, mais Microsoft n'a aucun intérêt de le faire eux-mêmes. Donc, c'est toujours la même position et on n'a jamais alterné. Mais dans des partenaires de PME, des fois, ça peut être intéressant que les deux collaborent et d'aller chercher vraiment une richesse à ce niveau-là. Donc, on pourrait appliquer le même modèle aussi à un partenariat d'affaires. Super intéressant. Puis, tu sais, en tout cas, là, on s'était dit qu'on parlerait un peu de flow, mais je voulais aussi qu'on aborde à haut niveau, là, les grandes questions que les gens se partent quand on part en affaires. Là, bon, je pense que le flow, c'est quand même une base hyper importante pour dire, je suis rendu où dans ma vie? Parce que se partir en affaires, reste que t'es pas dans la dimension de consolidation, là, t'es plus dans du développement puis de l'apprentissage. Mais disons, à partir du moment où on identifie que, on a envie de faire cette expérience-là puis de prendre ce risque-là puis que c'est correct, t'es su dans notre vie. C'est quoi les grandes questions? Je sais pas, toi, t'en vois-tu des gens qui se lancent puis finalement, c'était pas fait pour eux puis d'autres, tu sais, qui ont du succès? Comment tu vois ça, dans le fond, au quotidien avec tes mentorés? Honnêtement, comme mentor, je peux pas juger si les gens, de toute façon, on n'en connaît pas assez pour savoir si les gens devraient pas faire ça. Moi, je dirais jamais à quelqu'un « fais pas ça », parce que qui suis-je pour juger? Mais les questions à se poser, c'est est-ce que avec qui tu veux travailler? En fait, je fais du mentorat aussi auprès des jeunes. Je vais plugger une autre plateforme qui est la petite sœur de Hello Mentorat, c'est Academos. Pour ceux qui veulent faire du mentorat chez les jeunes, du secondaire, du cégep, ça, c'est encore plus intéressant. Puis c'est pas juste en entrepreneuriat, là.
Ma blonde a fait ça aussi. Puis c'est vraiment intéressant de... Puis elle a un métier très traditionnel. Là. C'est dans la science de la santé, donc ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Puis elle a des questions fabuleuses. Il y a des jeunes qui sont super intéressés d'en apprendre. C'est un peu pour pallier au fait qu'au secondaire, il n'y a pas beaucoup d'orienteurs ou les services d'orientation ne sont pas aussi proactifs que dans mon temps, en tout cas. Même si on n'aimait pas ça, il y avait quelque chose. Maintenant, on dirait qu'il y a tellement de métiers qu'il y en apparaît tous les jours que la meilleure façon, c'est d'aller en ligne puis de jaser avec du monde. Puis on a compris ça. Donc, c'est une super belle plateforme. Puis une des questions qui revient souvent, c'est bon, qu'est-ce que je fais pour me partir à mon compte ou partir mon entreprise? Autre que parle-moi de ton métier, là. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pas un métier, c'est un état d'âme, c'est un état d'être. On peut pas apprendre à être entrepreneur. On est ou on l'est pas. Donc, dans le sens que oui, ça s'apprend, ça se développe, mais ça s'apprend pas. Il n'y a pas de livre qui existe sur être entrepreneur pour toi. Parce que chaque personne entrepreneur est différent. Tandis qu'un dentiste, il y a un cahier de charge, il y a une liste de choses à savoir. C'est pas la même chose. Même s'il y a une école d'entrepreneuriat, il y a des choses de base. C'est bon d'avoir les finances, la comptabilité, le marketing, les outils technologiques, tout ça, mais chaque entrepreneur est tellement différent et peut avoir un parcours et une personnalité tellement différente et ça va tellement teinter sa carrière d'entrepreneur aussi. Mais la première chose que je demande, c'est quoi, avec qui tu veux travailler? C'est la première chose, c'est quoi ton marché? C'est la première chose à se poser comme question. Donc, moi, par exemple, c'est corporatif. C'est les entreprises qui offrent des services en TI. Donc, c'est mon marché. Créneau. C'est mon créneau, merci. La deuxième question, c'est quel est le problème que ces gens-là qu'on veut régler? Donc, et là, souvent, même si la première question déjà est difficile, parce que les gens pensent d'abord et avant tout à une idée pour se partir en affaires. Donc, ils pensent à un produit, ils essayent de trouver un produit. Mais avant de trouver un produit ou avant de trouver un service qu'on veut vendre, ou encore pire, si on en a trouvé un, ce qui m'arrive très, très souvent, là, mes idées, mon hamster de nuit, il me réveille avec des idées tellement cool à faire. Mais la première chose qu'il faut que je fasse, c'est est-ce qu'il y a un marché, qu'il faut que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ce produit-là? Ou ce service-là, oui. Oui, pour moi, un produit, un service, un service, c'est un produit, là. Dans le sens que, pourquoi je confonds les deux? Parce que dans tous les cas, quand on est en mode entreprise, un produit comme un service, on peut le démultiplier. Il s'agit d'engager des gens qui vont soit produire le produit, le bien tangible, soit offrir le service. C'est sûr que c'est pas la même approche dans la gestion, mais ça reste le but final d'une entreprise, c'est d'offrir un service ou un produit. Donc, c'est ça. C'est qui tu veux servir, c'est quoi leur produit, c'est quoi leur problème, et est-ce que tu es capable de faire un produit qui va résoudre ce problème-là? Et la dernière question, c'est est-ce qu'ils vont être prêts à payer pour ta solution? Donc, souvent, les gens commencent avec « j'ai un produit ». Donc, ils commencent à la troisième étape. Puis là, ils se posent la question à rebours. C'est ce qui m'arrive souvent. Est-ce qu'il y a un problème? Puis avant, même, est-ce qu'il y a un problème? C'est qui peut avoir ce problème-là? Si on n'a pas répondu à ces questions-là, on ne pourra jamais répondre à la question « combien je peux le vendre? » Alors que souvent, on va arriver... c'est ça, les jeunes entrepreneurs qui vont se lancer, quand on a des concours d'entrepreneurs au secondaire, ils arrivent avec un produit, souvent des matières recyclées ou un service, et là, ils vont arriver puis ils vont offrir un service ou un produit et ils vont trouver un prix. Puis après ça, ça arrête là. Puis il faut qu'ils remontent la rivière comme un saumon pour essayer de trouver le marché. Ça, c'est super difficile. Mais si on commence par la bonne question, qui tu veux servir, avec qui tu as le goût de travailler, ça, c'est magique. Parce qu'après ça, on peut leur demander, on peut aller les voir, ces gens-là, discuter avec eux et dire, c'est quoi ton défi numéro 1? Puis là, le défi vient de les faire parler. Ça, c'est pas évident, là. Tout
Tout à fait. Puis je me souviens que tu me l'as fait faire au début parce que, tu sais, reste que je faisais de la consultation à peu près comme je le fais aujourd'hui avant de lancer la talenterie, mais au début, c'était un peu plus confus, mon affaire, là, puis parce que là, j'ai comme une partie de mon entreprise qui est de la réflexion. Comme le podcast, moi, je dis que ça fait partie de la talenterie hub d'innovation sociale, là, fait que ça, c'est pas ma partie payante, mais tu sais, au début, je blendais un peu plus mes services. Puis je me souviens que tu m'avais fait faire cet exercice-là de parler, puis j'avais parlé à des directeurs RH, des conseillers, des généralistes, puis tu sais, rapidement, ça l'a fait en sorte que je veux pas dire pivoter, là, parce que c'est un peu intense, mais tu sais, j'ai réaligné un peu comment je présentais les choses. Puis, fait que t'as raison de dire qu'à un moment donné, ça sert à rien, puis des fois, on teste des choses, puis il y a pas de réceptivité, juste soit parce que le produit fonctionne pas, mais aussi, des fois, c'est juste comme la manière qu'on a parlé à ce client potentiel-là. Il faut que ça soit clair pour eux comment on va créer de la valeur avec nos services. Fait que ça, bref, t'observes que c'est comme un peu les défis d'un peu tout le monde qui commence. Ben écoute, tu me rappelles aussi quand une de nos premières discussions où j'avais regardé ton site web, là, tu as mentionné deux choses. Tu as mentionné parler aux clients et tu as mentionné le mot valeur. Et ça, c'est super important parce que ton site web présentait tes services. Puis ça, c'est tout le monde fait ça, puis moi-même, je fais ça. Là. Le premier jet qu'on fait, c'est voici qu'est-ce que je fais, voici qu'est-ce que je vous offre. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est voici qu'est-ce que vous allez avoir comme valeur. C'est quoi le résultat que vous devriez attendre de mes services? Mm-hmm. Et c'est comme ça. Puis là, tu as réagi, puis tu as tout réorganisé ton site web. Puis là, c'est super. Écoute, c'est clair maintenant, la valeur est au premier plan. Ouais. C'est ça qui est important. Je pense que je l'ai fait 5 fois, mon site web, depuis que ça fait 1 an que je suis partie. C'est normal. Je l'ai fait 5 fois. Fait que, mais oui, c'est tough de trouver. Puis, je veux dire, il va sûrement continuer à évoluer. Toi-même, je vois que ça fait longtemps que tu es en affaires, là, puis tu as plus d'expérience que moi. Puis, je vois que tu es toujours en train de te réajuster, de repositionner des choses, des façons de vendre tes services, des façons de parler aux gens. Fait que, ou des nouveaux services, dans mon cas, souvent. Là. C'est-à-dire que c'est des nouveaux marchés souvent que je découvre parce que j'ai des opportunités. Je suis à l'écoute des opportunités puis je réagis. En fait, c'est en jasant avec des gens ou avec en faisant un mandat, j'entends des choses et donc j'entends des problèmes. Et là, c'est mon hamster qui vient me susurrer à l'oreille des solutions. Et c'est comme ça que ça commence. Et j'essaie après ça de voir est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés aussi à cette valeur-là que je leur apporterai. Puis là, moi, ma technique, c'est pas d'avoir un site web où tout est regroupé, c'est d'avoir plusieurs sites web. Donc, chaque service a son site web à peu près. Puis mon site web principal, c'est ma face, puis mon lien LinkedIn que dessus, c'est tout. Mais chaque offre est un peu son propre site web, sa propre petite compagnie. Parlons donc juste pour qu'on voit un peu l'éventail. Puis là, je sais pas tout ce qu'on peut dire, tout ça, là, fait que si y a des choses que je dis, on les coupera. Mais mettons, tu sais, parce que t'es un entrepreneur dans l'âme qui veut toujours bâtir des trucs nouveaux, puis j'ai l'impression qu'il faut toi-même que tu t'arrêtes des fois pour pas trop démarrer tout en même temps. Mais parle-nous un peu de... Bon, là, on a parlé que tu faisais de la consultation en entreprise, volet TI, t'es un consultant... à l'interne, là, qui peuvent aider les gens. Tu as le plan Oser, qui est comme une académie pour les entrepreneurs, si on veut. Oui, pour les gens à leur compte. Ma consultation, je la mets... J'ai même pas de site web, là, c'est simplement mon profil LinkedIn que j'ai assez de demandes pour ne pas m'afficher autrement que sur LinkedIn. Puis je suis même pas actif très, très sur LinkedIn. Là. Je fais pas j'ai pas besoin de faire d'articles parce que j'arrive pas de toute façon à répondre à la demande. Bon, on s'entend que c'est des mandats à très long terme, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai un client qui m'occupe à moitié de mon temps depuis 2 ans. Donc, puis c'est pas fini. Donc, c'est un... Puis l'autre moitié de mon temps, ben là, c'est des mandats qui arrivent et qui s'en vont. Mais ça, c'est ma façon de faire d'ailleurs, c'est que j'ai séparé mon agenda en 2. 2 jours pour un client et 2 jours pour un autre client. Puis l'autre journée, c'est pour mes idées personnelles. Puis ça inclut les samedis et les dimanches des fois. Mais ça fait aussi combler toutes les pointes qu'il peut y avoir. S'il arrive quelque chose, ben je suis pas dans le trouble parce que je suis pas déjà 5 jours et demi semaine. Donc, c'est vraiment une approche disciplinaire que je me suis donnée depuis... donc, je refuse tous les mandats à plein temps de toute façon. OK.
Mais après ça, j'ai cette autre journée-là me permet de faire des autres projets. Puis là, j'en ai un qui m'est arrivé, qui m'a popé dans la tête il y a 3 jours, puis qui a un lien avec la pandémie. Donc, je me dis, qu'est-ce qui va se passer post-pandémie? Puis là, je dis, ah wow, quel beau service qu'on pourrait offrir. Puis là, ça fait 2 jours que je travaille à contacter un marché potentiel pour voir si, effectivement, il y a de l'argent à faire avec ça. Si je dis de l'argent, c'est pas du capitalisme pur, là, mais s'il n'y a pas d'argent au bout du compte, s'il n'y a personne qui est prêt à payer pour... C'est pas viable. C'est ça, c'est pas viable. Donc ça, des projets comme ça, j'en ai, je sais pas, 5-6 par année. Fait que là, je remplis une feuille, puis je mets toutes mes idées. Je me réveille la nuit à 3 heures du matin, puis je sors mon cellulaire, puis je me mets un Google Keep, puis là, je remplis toutes mes... J'appelle mes codes d'utilisation, là, voici que c'est... Parce que sinon, mon cerveau, il m'empêche de dormir de toute façon. Puis là, quand j'ai vidé mon cerveau, je me recouche, puis je dors. Puis le lendemain matin, je fais un tri de tout ça, je mets ça de côté. Puis de temps en temps, vendredi, je vais recommencer à jaser avec des gens pour voir s'il y a un intérêt. Puis là, je fais l'inventaire des gens que je pourrais demander. Puis j'ai une approche systématique parce que ça arrive souvent, ça, que j'ai des idées comme ça. Donc ça, c'est une idée future. On verra qu'est-ce que ça donne. Mais sinon... là, t'es pas prêt à en parler encore? Ben non. Non, okay, non, parce que d'habitude, je partage mes idées, mais celle-là, ça dépend, en fait. J'en parle même pas à ma blonde parce que tant que c'est pas super concret, de toute façon, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce que je fais au niveau technologique est zéro techno. Donc, j'ai dit la science de la santé là, est super dans la relation humaine. Fait que... C'est ça. Okay. Elle comprend pas ce que je fais de toute façon. Gères, là. Okay. Je me gère et je me digère. Donc, c'est ça. Puis, par contre, il y en a un autre où c'est toi qui m'as influencé. En fait, t'es un peu tu m'as invité comme mentor, mais la relation qu'on a, c'est de l'inter-coaching, inter-mentorat. Parce que des fois, c'est moi qui arrive. Puis c'est ça que je trouve génial avec le mentorat, c'est que je me souviens au début, tu m'as dit, hey, merci tellement, je sais pas comment je vais pouvoir te remercier, mais je sais un peu. Je savais un jour que j'aurais une question, puis tu sais, on a quoi, 20 ans de différence, mais je sais pas quel âge t'as, mais à peu près, là. 34. 34, alors on a 10 ans de différence, 13 ans de différence, j'ai 47. Mais, c'est bon, j'allais dire j'ai l'air jeune. Ben oui, effectivement. Mais l'idée, c'est que c'est pas une question d'âge. Le mentorat, c'est une attitude plus que c'est pas l'expérience qui compte. Le coaching, oui, mais le mentorat, c'est d'être capable de s'ouvrir, puis de se laisser les tripes à la table, puis de se faire accueillir sans jugement, puis de se faire dire, de se faire poser des questions. Puis ça, n'importe qui est capable de faire ça tant qu'il comprend un peu ta réalité. Donc, toi, tu comprends ma réalité d'entrepreneur, tu comprends ma réalité d'entrepreneur futur podcasteur. Fait que je suis allé vers toi, puis j'ai dit, hey, là, je suis mêlé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais faire un podcast? Qu'est-ce que je devrais faire? Une autre formation en ligne en anglais? Puis, juste te poser une couple de questions. J'ai mûri là-dessus une semaine, puis j'ai déterminé que je faisais un podcast en anglais en service TI parce que j'ai réalisé en te parlant, puis c'est pas toi qui me l'as dit, c'est moi qui l'ai réalisé en te parlant, mais c'est en te parlant quand même. Que ce qu'il me fallait, c'était une façon de rejoindre les gens de la communauté que j'essaie de créer, qui est les services professionnels en TI. C'est là-dedans que je veux faire du coaching, c'est là-dedans que je veux développer mon nouvel axe de service qui va m'amener de 50 à 65 ans, disons, que je pourrais très bien faire un 10-15 ans là-dedans, tout en m'éloignant un petit peu du day-to-day, donc aller chercher plus de flow. Tout est dans tout. Donc, ouais. C'est ça l'idée, c'est que... puis là, j'ai décidé que j'allais partir un podcast, puis là, j'ai commencé à enregistrer, puis je me souviens de t'avoir écrit il y a 2 semaines en disant « Hey, j'ai enregistré mon premier podcast, c'est vraiment trippant. » Tu étais sur l'adrénaline du premier épisode, puis c'était un premier épisode qui était fort aussi, fait que je pense que tu étais content de ça. Moi, écoute, je trouve ça, c'est des moments hyper précieux, puis je sais pas pourquoi on dirait que j'avais moins ça avant d'être entrepreneur, puis maintenant que je suis entrepreneur, peut-être parce qu'on est plus seul, qu'on a plus le réflexe de s'entourer, puis tu sais, là, j'ai toi, j'ai quelques personnes aussi avec qui je collabore, qu'on s'encourage, qu'on se suit, puis mon Dieu, c'est tellement important. T'sais, en entreprise, on le fait un peu, mais je sais pas, pour moi, c'est comme une nouvelle réalité, une nouvelle dimension d'échanger quelque chose avec des gens. Tu deviens comme proche à travers ça d'une certaine manière, là, en tout cas. Mais en entreprise, il y a plein de games. Il y a des jeux de coulisses des fois.
Donc, ça, c'est la relation. En fait, j'étais dans une grosse firme de service, un des Big Four, pendant 2 ans et demi. Puis, il favorisait toujours le mentorat à l'interne. Mais j'ai jamais réussi à trouver un mentor interne qui pouvait m'aider et avec lequel j'aurais senti qu'il n'y avait aucun jugement et aucune évaluation. C'est vrai qu'il y a du jugement. Fait que c'est difficile. Il aurait fallu que je trouve quelqu'un dans un autre département. Puis ça, j'avais des amis dans d'autres départements, puis ça allait bien, mais j'ai jamais officialisé un mentorat parce que je sentais pas qu'il y avait... C'était juste pas la bonne personne, là, mais ça aurait pu arriver, mais c'est pas arrivé. Oui, mais tu sais, il y a du jugement, je pense. En affaires, quand t'es tout seul, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui est complètement détaché. On est juste ça, du monde détaché. C'est vrai. Ouais, puis mais tu sais, tu me fais réfléchir puisque j'ai dit spontanément il y a du jugement, mais je pense que c'est aussi nous qui jugent quand on parle à quelqu'un qui pourrait potentiellement être notre patron ou tu sais qui est comme rendu à quelque part que nous on aspire à être dans l'entreprise. Je sais pas si c'est tant l'autre personne qui nous juge puis qui nous évalue ou nous-mêmes qui arrive avec une attitude de OK, je suis en train de me faire évaluer en ce moment là. Ben c'est ça, on se fait juger ou on sent qu'on se fait juger. Ouais. Dans notre tête, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Peut-être à tort, mais ouais. Fait que, en tout cas, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'encourage les gens qui le font pas à aller chercher des mentors, des mentorés, à aller sur ce genre de plateforme-là parce qu'on fait des super belles rencontres. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Puis, tu sais, tu m'as amené aussi un regard différent, je dirais, que, tu sais, par rapport à si, disons, j'avais voulu me lancer en affaires puis je serais allée à l'école des entrepreneurs, mettons, chose que j'ai failli faire puis que j'ai décidé de ne pas faire finalement. Puis dans mon cas, je pense que c'était la bonne décision. Mais tu sais, tu me faisais, t'en as parlé un peu, mais plus explorer, bon, avec quel genre de personnes tu veux travailler. On a parlé de partenariat aussi rapidement parce que c'est quelque chose qui est arrivé tôt dans mon parcours. Tu m'as fait cheminer là-dessus, puis j'ai envie de t'entendre parler de ça, tu sais, des partenaires, de comment on les choisit, de comment se respecter puis mettre nos valeurs. Je veux pas t'enlever les mots de la bouche, là, mais... Non, mais c'est ça. Là, c'est un autre type de valeur. C'est le mot valeur encore, mais c'est deux choses. Il y a la valeur qu'on apporte à notre client, qui est le résultat. Donc ça, on parlait de mettre de l'avant la valeur qu'on offre, donc le business value. Mais les valeurs comme telles, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et c'est ce qu'on doit chercher c'est ce qu'on doit trouver lorsqu'on cherche un partenaire d'affaires. Mais je me souviens des questions que je t'avais posées pour faire un lien aussi en même temps. Puis une des questions que je pose aux gens qui partent en affaires dans un domaine comme toi. Donc, toi, tu es parti comme employé et tu es resté dans le même domaine quand tu t'es parti à ton compte. Donc, la première question que je t'ai posée, c'est quoi ton point distinctif? C'est quoi la différence que tu offres par rapport à l'ancienne Sarah ou à l'ancienne Sarah où est-ce que tu travaillais avant? Et par rapport à tes compétiteurs. Parce que, bon, toi, tu es spécialiste en communication RH. Il y en a beaucoup. Mais... Tu es spécialiste en com RH? Il n'y en a pas tant que ça. Mais en RH, oui, qui ont des skills en com moi, ou en com. Je suis pas dans ce domaine-là, je m'excuse. Non, mais c'est correct. J'ai l'impression qu'il y en a un océan, mais... Mais il y a un océan de consultants en RH puis de consultants en com, mais qui ont comme de la rémunération globale, je t'avoue que ça, il n'y en a pas. C'est ça, exactement. Ouais, donc là, tu es arrivé avec la rémunération globale, puis avec la valeur que tu rapportais, puis avec l'approche complète, l'approche bienveillante. Je dis, ben voilà, c'est ça qui distingue. C'est ça qui fait en sorte que tu vas développer cette valeur-là chez tes clients. Et là, c'est là qu'on se rapproche des partenaires, c'est que, et de la valeur intrinsèque et les valeurs aussi, c'est que vous poursuivez le même but qui est de développer les mêmes valeurs chez vos clients. Ouais. La même valeur, le même business value aussi. Donc, c'est important d'avoir cet alignement-là. Parce que s'il y en a il y a un partenaire qui dit, tu sais, si on faisait un partenariat ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait offrir ensemble? Il n'y a pas grand-chose, là. Gérer des projets TI, développement de déploiement de logiciels, puis de rémunération globale. Non, mais c'est ça. On est super complémentaires, mais en fait, on n'est même pas complémentaires parce qu'on ne se touche pas dans notre offre de service. Donc, ça ne marche pas. Faut qu'il y ait un overlap. Puis je lisais hier, justement, pour ma nouvelle initiative qui me réveille la nuit. Je me suis dit, il va falloir que je me trouve un partenaire pour ça. Mais un partenaire, un cofondateur, là. Puis là,
puis ça m'est jamais arrivé dans la vie de sentir ce besoin-là d'aller chercher un cofondateur. Puis là, je me suis mis à aller voir sur les sites, puis à lire sur les sites de conseils qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon cofondateur, puis comment trouver le cofondateur. Puis c'est exactement la même chose qu'un partenaire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un overlap, il faut qu'il y ait une superposition des valeurs, des services, mais il ne faut pas qu'il y ait une superposition totale. Il faut qu'il y ait une plus grande complémentarité que de superposition. Puis il faut que la superposition soit sur les valeurs et sur les objectifs et non pas sur la personnalité. C'est pas le fait de faire les mêmes sports ou d'écouter la même musique ou de boire la même sorte de bière ou d'aimer le kombucha. L'idée, c'est d'avoir les mêmes points d'ancrage, le même référent. Donc, s'il y en a un qui a jamais été dans une start-up, puis toi, tu démarres une start-up, puis la personne ne connaît rien de ce que c'est une start-up, ben, elle va avoir un choc, ça risque de poser des problèmes. Si elle n'est pas ouverte à ce mode de développement-là d'affaires, start-up techno qui est un monde en soi, qui est un écosystème aussi, mais il faut trouver quelqu'un qui veut aller dans ce mode-là. Donc, ça revient je pense que ça revient même mon affaire de flow, là. Peu. C'est ça que je veux dire. Là, j'attendais, j'avais hâte, je voulais le plugger. Parce que tantôt, quand t'en parlais, je me disais, on parlait de couple, là, mais moi, j'avais aussi en tête avec un partenaire. Souvent, t'as quelqu'un qui est plus un go-getter, qui va aller chercher, développer, puis quelqu'un qui va plus consolider. Des fois, un va tomber de l'autre bord du cycle, mais souvent, il y a des forces, puis il y a une théorie, puis c'est mes anciennes chez Via Conseil, Joël puis Caroline, qui était un super bon exemple de ça. Ils ont fait un podcast là-dessus, je vais mettre les liens pour les gens, mais qui parlait du visionnaire. Tu l'as écouté? Moi, c'est ça, visionnaire intégrateur, c'est exactement ça. Tu sais, fait que toi, mettons, de ce que je connais de toi, tu serais probablement le visionnaire. Je sais pas. Comme Joël avec Joël et Caroline. Les Joël, on est des visionnaires. Ouais. Puis je me souviens bien qu'elle avait parlé de signes astrologiques, puis on est le même signe. On a quasiment le même anniversaire. C'est assez comique. C'est vrai? Bon. Ouais. Ouais, puis faudrait pas que je la rencontre, ce serait spécial. Mais écoute, je vous mettrai en contact un jour. Oui. Je parle justement cette semaine. Non, mais c'est ça, c'est que effectivement, faut avoir un équilibre. Il faut trouver quelqu'un qui va nous compléter et nous challenger. Parce que si quelqu'un pense... Puis je fais un lien aussi avec la diversité. Je sais que tu es une championne de la diversité, intégration, inclusion et tout ça, là. Je confonds un peu tous ces termes-là parce que pour moi, c'est un état d'esprit, un état de chercher la différence et chercher la différence d'opinion, chercher la différence de point de vue. C'est super important. Et pour avoir des partenaires, puis pourquoi j'ai fait le lien avec qu'est-ce qui te distingue toi, c'est parce que il faut aussi te distinguer de tes partenaires. Si tu as un partenaire qui offre la même chose que toi, c'est pas un partenaire, c'est un compétiteur. Vous pouvez être des compétiteurs à faire des mandats ensemble, ça devient un partenariat d'opportunité, puis c'est bien correct. Mais un partenariat à long terme, un vrai partenariat qui peut éventuellement même... Faut qu'on puisse voir qu'il y a une fusion. Ça devient riche, là. Si un jour, là, ça vient tellement hot, puis on fait tellement de projets ensemble qu'on devient comme une seule compagnie, que ça se fasse ou non, c'est pas important, mais cette idée-là, c'est quasiment comme si on était capable d'offrir 2 lignes de services complémentaires et qu'on s'enrichit mutuellement. Donc, on est assez distinctifs chacun pour le faire. Ça, c'est vraiment génial à ce moment-là. C'est un partenariat idéal. Ça ne veut pas dire que c'est la seule forme de partenariat, là. Loin de là, c'est un peu comme tu dis, il y a plusieurs modèles et tant qu'on est conscient, c'est correct. C'est de le faire inconsciemment et de ne pas le faire inconsciemment plutôt, qui est un danger. Sinon, ça revient de la chance. De trouver le bon partenaire, si on n'est pas stratégique, ça peut être dangereux. Ça vient, tu sais, quand on dit en affaires, ou dans ta carrière, ou dans tout dans la vie, tu sais, c'est correct de tester puis de se planter, mais il faut être comme intentionnel. Exact. Tu sais qu'est-ce que tu t'en vas faire, puis qu'est-ce que tu t'en vas valider, puis t'es, comme tu disais tantôt, conscient des risques, puis des opportunités aussi, là. T'en plein ça. Ah ouais, c'est ça le principe lean, hein? Teste, mais teste avec intention, dans le but d'aller chercher les données et l'information que tu as besoin pour, après ça, performer. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Puis, dans les sites, pour trouver des cofondateurs, c'est ce qui, dans le fond, c'est du dating. Il faut s'asseoir puis avoir au moins une dizaine de rencontres séparées avant de se prononcer. On parle des fois de mariage d'affaires, là, mais
il y a une limite à cette métaphore-là. Parce que les enfants sont pas les mêmes. On peut se débarrasser des enfants d'un mariage d'affaires, alors que c'est pas la même chose dans la vie. Donc, moi, je suis extrêmement fidèle dans la vie, mais très peu fidèle en affaires. Dans le sens que mes partenariats, oui, quand j'en ai, sont importants. Puis mes amis d'affaires, mes partenaires d'affaires, mes collaborateurs sont de longue date. Mais perdre un client ou arrêter de faire affaire avec quelqu'un, c'est pas plus grave que ça. À un moment donné, j'ai vendu ma compagnie. Après 2 ans, ça marchait plus. Ben, ils ont acheté mes actions, je suis parti. C'était pas la fin du monde. Ça a été plus difficile pour eux autres que pour moi. C'est sûr que c'est toujours un coup sur l'ego de certaines personnes, mais c'est jamais... C'est perçu comme un divorce émotionnellement sur le coup ou un échec amoureux, mais 2 semaines après, c'est fini. Tandis que dans la vie, ça serait différent. Là. Tu l'as-tu déjà vécu? T'as-tu déjà eu comme un Là, t'as parlé de cette business-là où t'as revendu tes actions, mais t'as-tu déjà comme été en partenariat égal avec quelqu'un, puis soit que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Ça m'est jamais arrivé. Pour vrai? Non. T'as pas testé ça? Non, mais je suis assez solo, là. Je suis assez solopreneur parce que mes idées... faut d'abord que je trouve un marché. Puis mes entreprises, à date, ils n'ont pas été assez grosses pour dépasser le stade de solopreneur. Donc, de revenir par après nourrir mon état de travailleur autonome. C'est un peu ça. Donc, je fais des incursions solopreneur, puis dans le fond, je reviens comme travailleur autonome où ça vient nourrir mon travail autonome, mais j'ai jamais réussi encore de trouver... Puis j'essaie encore de trouver le produit, la licorne. Ma licorne à moi, c'est pas une start-up d'1 milliard de dollars. Là. C'est d'être capable de vivre d'un produit. De faire... de bâtir une équipe qui va être autosuffisante et qui va développer ce produit-là, puis que je vais juste pouvoir être visionnaire là-dedans. Donc ça serait pour moi la réussite comme entrepreneur. Je ne l'ai pas fait encore, je n'ai pas réussi encore. Parce que dans le service, c'est encore moi, même si à un moment donné, j'avais une équipe qui faisait le service, j'étais impliqué quand même. C'était pas assez autonome à mon goût. Donc, j'ai pas parce que c'est ça que j'allais dire. Il me semble que tu l'as fait un peu avec ce que tu fais comme travailleur autonome en ayant... il me semblait que tu m'avais déjà dit que tu avais une équipe. Fait que ça, c'était plus proche de l'entrepreneuriat. Oui, mais j'étais encore doer. Là. L'équipe était... Je pense que j'ai géré 12 personnes là, maximum. J'étais encore consultant, là. Donc, c'est pas... j'étais chef d'équipe, mais j'étais consultant. J'étais chef du bureau de projet, puis les bureaux de projet, ils avaient besoin de moi comme chargé de projet de temps en temps. Donc, j'étais encore consultant. J'étais pas au niveau... c'est pas la vision que j'ai de l'entrepreneurship qui est réussie. C'est drôle parce que c'est une des premières conversations qu'on a eues, puis ça m'a vraiment marqué. Mais moi, je suis partie en me disant... Dans ma tête, c'était pas mutuellement exclusif. Dans ma tête, c'était comme si t'es... plus du volet entrepreneur, c'est que tu veux bâtir un brand, une boîte, une approche. Mais dans ma tête, tu pouvais aussi... tu sais, moi, je pense que c'est important aussi de rester terrain quand ce que tu as, c'est de la consultation. Là. J'y crois beaucoup. Là, tu sais, dans les grandes boîtes où j'ai travaillé, les fondateurs continuaient à prendre des mandats aussi pour justement rester terrain. C'est sûr, moins, là. Mais dans ma tête, c'est pas mutuellement exclusif. Est-ce que j'ai mal compris ma leçon numéro 1? Non, pas nécessairement. T'as pas mal compris parce que, comme je disais tantôt, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Ouais. D'abord et avant tout. Et après ça, comment on l'interprète, comment on le développe pour soi, va changer d'une personne à l'autre et va changer dans le temps aussi. À l'époque, j'avais réussi dans ma tête, mais 15 ans plus tard, pour moi, c'est plus ça l'objectif. OK. C'est plus ou moins un been there, done that, là. C'est aussi parce que je suis rendu à une autre étape dans ma vie. Je veux aller j'ai un autre idéal que j'avais avant. L'idéal que j'avais à 25 ans, c'est pas le même que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois plus un produit, un produit, pas un service, là, vraiment un produit numérique. Ce serait ça pour moi réussir, parce que j'ai réussi côté service. Puis je le fais encore. Mais je veux m'en détacher, parce que tranquillement, je veux essayer d'autres choses pour aller chercher du flow. Mais c'est ça, c'est que les objectifs changent, puis ce que je veux être comme distinctif change aussi. Donc, je pense que c'est ça. Ça revient un peu
à l'interprétation que je fais du succès comme entrepreneur, qui a changé dans le temps. Ben écoute, c'est une super belle note. Mine de rien, ça fait 1 heure qu'on jase presque. Ouais, j'ai pas beaucoup de montage à faire, fait que ça fait vraiment 1 heure. Fait que c'était super inspirant. J'ai envie que les gens me découvrent. Là, tu as parlé un peu de ton podcast qui s'en vient. Ouais. On peut pas tout de suite mettre les liens vers l'épisode, mais quand ça va sortir, ceux qui suivent La Talenterie, c'est sûr que je vais repartager ton podcast sur mes réseaux sociaux. Entre-temps, on va inviter les gens à te suivre sur LinkedIn, parce que là aussi, ils vont pouvoir voir tes nouveaux projets qui s'en viennent et à découvrir le plan Oser pour ceux qui auraient des petites envies ou des tentations entrepreneuriales. Définitivement, là, je les invite à aller te voir. Puis, y a-tu d'autres choses qu'il faudrait qu'on plug? On va mettre la capsule Flow, oui. La capsule de croissance infinie avec un partenaire, un ou une partenaire de vie. On en a parlé tout le long. On va mettre le lien vers la page du plan Oser qui parle de ça. C'est une capsule qui est gratuite, là. Tout à fait. Et qui est très bien fait, d'ailleurs. Je tiens à te féliciter. Je te l'ai dit tantôt avant qu'on enregistre, mais j'ai beaucoup aimé le rendu de cette capsule. Donc, Joël Séguin, merci. Merci encore d'être venu jaser, d'être venu célébrer avec moi les 1 an de La Talenterie, puis d'avoir ouvert ton cœur aux auditeurs. C'était vraiment le fun. Comme d'habitude, toujours des belles conversations inspirantes. Puis on était dû en plus pour jaser. Fait que... oui. Mais félicitations aussi, 1 an, quand même, avec tout ce que tu as réalisé, c'est vraiment incroyable. T'as vraiment, tu peux vraiment être fier de toi parce qu'en 1 an, là, t'as le niveau d'autonomie professionnelle que tu es allé chercher, puis de réalisation de tes objectifs, je trouve ça vraiment incroyable. Fait que je te félicite. C'est gentil. Beaucoup. Ouais, j'avoue que je suis quand même très contente. Je me disais... Quand plus d'1 an, j'ai décidé de partir, là, j'avais même pas rien, je savais pas quoi encore. Puis, tu sais, mais quand je me disais, OK, ça va prendre quelques mois, tu sais, sur la PCU, il y aura rien qui va se passer. Puis finalement, je sais pas ce qui s'est passé, ça a comme déboulé. Fait que je suis contente, puis j'ai été très chanceuse. J'étais entourée de gens comme toi qui m'ont fait évoluer, fait grandir. Donc, c'est important. Ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à aller demander conseil aux gens. En tout cas, moi, ça m'a bien servi cette année, puis je compte continuer à le faire. Excellent. Je vais toujours être là pour toi. Ah, t'es fin. Merci, c'est réciproque. Fait que merci d'être venu au podcast. On se reparle bientôt, Joël. Merci. Bye. Bye bye.